Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. « 43e épisode. Nous recevons Caroline Müller, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, et Frédéric Claver, assistant professeur au C2DH de l'université du Luxembourg, pour leur travail sur le livre numérique « Le goût de l'archive à l'ère numérique ». Ils nous parlent de l'évolution du métier d'historien au travers de nouvelles pratiques et méthodes liées aux outils numériques, en rapport avec les archives, vous l'aurez supposé, mais aussi avec les collectifs de recherche et les modes de publication. On évoque encore les mouvements des humanités numériques et de la science ouverte. Bonne écoute. Caroline Müller, Frédéric Claver, bonjour. 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 Vous êtes docteur et doctoresse en histoire contemporaine. Frédéric Claver, tu es équivalent maître de conf à l'université de Luxembourg au C2DH. Alors, le C2DH, c'est donc pour Center for Contemporary and Digital History. C'est un centre de recherche qui est centré à la fois sur l'histoire du temps présent et sur les nouvelles méthodologies numériques que l'on peut appliquer particulièrement à l'histoire contemporaine. Et Caroline Müller, tu es maîtresse de conférence à l'université de Rennes 2. Oui, tout à fait, où j'enseigne aussi l'histoire contemporaine. Et nous vous recevons aujourd'hui par rapport à un de vos projets communs qui s'appelle « Le goût de l'archive à l'ère numérique », qui fait écho à un texte, à un livre de référence écrit par Arlette Fage en 1989, qui met en avant l'archive comme un peu spécificité des travaux d'historiens et de toutes les facettes qu'ils peuvent avoir, et de ce rapport à l'archive à la fois comme un peu signature de leur métier, mais aussi comme un rapport corporel, une certaine intimité en fait à leur objet. Alors, le goût de l'archive d'Arlette Farge, donc dans ce qu'elle qualifie elle-même de petit livre, qui a eu énormément de succès, qui a été traduit en anglais, en allemand au moins, et dans d'autres langues. Dans ce petit livre, donc Arlette Farge en fait décrit un peu les conditions matérielles de consultation des archives, mais avec, quand j'entends matériel, ça va du choix de la table dans la salle de lecture, de la place dans la salle de lecture du centre d'archives, à la matérialité de l'archive, la boîte qu'on ouvre, le papier, l'odeur du papier, la couleur du papier, et elle met ça en relation avec la manière dont on est capable en tant qu'historien ou historienne, quand on est dans la salle de lecture des centres d'archives, de comprendre les acteurs. Chez Arlette Farge, sont souvent des femmes qui ont été emprisonnées, de comprendre les acteurs et donc actrices, de se mettre à leur place, de les faire parler, de les laisser parler en fait. Ensuite, donc elle part du principe que l'interprétation des archives, puisqu'on interprète toujours les archives que l'on consulte comme historien ou historienne, commence par les conditions matérielles de consultation des archives et par le lien matériel, physique que l'on instaure avec l'archive. Et c'est quelque chose qui définit quasiment notre métier aujourd'hui. De fait, ce livre d'Arlette Farge, c'est de l'image qu'on se donne de nous-mêmes la plupart du temps. C'est vraiment l'image de la profession. Le problème, c'est que si moi j'ai encore connu un peu, donc j'ai commencé mes recherches pour ma thèse toute fin des années 90, j'ai encore connu un peu le monde d'Arlette Farge, et encore, je recopiais pas mes archives sur du papier, je prenais des notes déjà sur un ordinateur. Je pense que Caroline, qui est un peu plus jeune, ne l'a jamais connu. C'est un monde qui n'existe plus vraiment, sauf quand on est dans les quelques centres d'archives qui imposent encore le crayon et le papier, ça peut arriver. Mais sinon, en fait, on ne travaille plus du tout comme ça dans les salles de lecture des centres d'archives. Et donc ça veut dire qu'on peut plus être historien ? Ça veut dire que je suis pas historienne dans ce cas-là, donc il faut qu'on discute. Non, mais moi concrètement, si vous voulez, quand j'ai fait ma thèse, donc mon premier travail de recherche d'ampleur, puisque c'est un petit peu la clé pour accéder à une carrière universitaire en France et pour devenir historien professionnel.
Donc quand j'ai fait ma thèse, j'ai passé très peu de temps en cumulé dans les centres d'archives pour consulter les documents, tout simplement parce que j'ai pris des photographies en masse des documents et je les ai lus sur mon ordinateur, à la maison, à la bibliothèque, mais finalement très peu dans le centre d'archives. Et, et en fait, le fond de notre projet, ça a d'abord été de réexaminer ça, en fait. Qu'est-ce que cette possibilité de ramener le document avec soi à la maison sans l'avoir véritablement lu en centre d'archives, ben, qu'est-ce que ça change dans la manière dont on choisit nos sujets, dans nos rythmes de travail, dans l'histoire qu'on produit et qu'on écrit. Et notre idée, disons notre hypothèse de base, c'était de dire que ça change tout, ou en tout cas ça change beaucoup, beaucoup de choses. Parce que on prend au sérieux l'hypothèse d'Arlette Farge selon laquelle les conditions matérielles d'exercice ont un effet sur ce qu'on écrit à la fin. Et sauf qu'avec l'entrée dans l'ère numérique, eh bien, tout a changé, ou presque. Et du coup, comme tout a changé, vous avez décidé de mettre en place un dispositif ad hoc pour pouvoir en parler. On a effectivement, d'abord avec Frédéric, on ne se connaissait pas avant de lancer le projet. J'ai tweeté mes interrogations sur le sujet et Frédéric a saisi le tweet au bon. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble déjà à distance via Twitter sans s'être rencontrés auparavant. Donc c'est déjà un premier indice en fait des mutations de la manière dont on travaille ensemble à l'ère numérique. Et puis effectivement, on s'est dit que en travaillant sur des objets un petit peu nouveaux, on voulait pas s'enfermer dans des formats classiques de l'université. Donc par exemple un livre écrit stable ou juste un colloque. Et donc, on a ouvert un livre en ligne, mais un livre en fait fluide, au sens où les auteurs et les autrices ont la possibilité de le réécrire, de modifier leur article ou leur chapitre en permanence, en particulier en suivant les suggestions ou commentaires de gens qui seraient intéressés et qui voudraient interagir. Donc, l'idée, c'est d'adapter finalement la proposition d'écriture aussi à l'objet auquel on s'intéresse. Et cette démarche, ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle depuis 10-15 ans les humanités numériques. Hein. Alors, je vais beaucoup te décevoir, mais en fait, c'est pas un projet d'humanité numérique. C'est pas un projet d'humanité numérique. Enfin, ça dépend, c'est toujours la même chose, ça dépend comment on définit les humanités numériques, l'histoire numérique, etc. Mais justement, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder ce qui se passe entre les quelques historiens et historiennes qui restent, qui refusent les évolutions numériques. On a organisé une journée où il y avait Arlette Farge, où elle débattait avec Shonta Katz, qui est aujourd'hui un collègue de l'université de Luxembourg, mais qui fait partie de ceux qui ont dirigé le projet Zotero, un logiciel de gestion des références bibliographiques, et ensuite avec Abby Mullen, Tropi, qui justement est un logiciel qui gère les photos qu'on prend en centre d'archives, qui est beaucoup plus historien que Zotero. Et Arlette Farge, quand on lui dit que telle collection d'archives a été numérisée, comme elle connaît très très bien les archivistes, elle va voir les archivistes et leur demande les originaux. Mais elle les connaît très bien, donc elle a expliqué qu'elle arrivait souvent dans ces cas-là quand même à travailler sur la version papier. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est entre ce cas, c'est quelques cas un peu extrêmes, et puis l'autre côté, c'est-à-dire les gens à la rigueur comme moi, c'est-à-dire qui ne travaillent quasiment plus sur les archives que par leur ordinateur. Regardez tous ceux qui sont entre les historiens qui sont dans le monde d'Arlette Farge d'une manière et les historiens qui sont dans le monde des humanités numériques. Et regardez les pratiques informatiques entre ces deux extrêmes. C'est ces pratiques-là qui nous intéressent finalement. Avec une focalisation sur l'archive, mais on étend aussi un peu, parce que je pense que le passage de l'écriture à la main, puis à la machine à écrire, puis à l'ordinateur change aussi l'écriture. Il n'y a pas que la lecture des archives ou leurs analyses. Donc c'est un peu... Alors, Caroline utilise des mots plus élaborés pour ça, moi j'appelle ça le ventre mou,
des historiens et historiennes, qui en fait ont intégré énormément de pratiques informatiques, mais sans les documenter. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre dans les articles les plus récents, de mettre en avant la notion de pratique discrète, de pratique informatique discrète. Toutes ces pratiques informatiques qu'on a de fait adoptées sans les expliciter. Et en partant du principe que dans ces pratiques informatiques, prendre des photos en centre d'archives, ça pose aussi la question de comment on les classe sur l'ordinateur, donc comment on les retrouve ou comment on les perd. Écrire avec un traitement de texte et non plus à la main ou à la machine à écrire, parce qu'après la notion de brouillon est plus du tout la même. Utiliser les réseaux sociaux numériques pour communiquer et interagir entre chercheurs. Toutes ces pratiques, pour nous, changent la manière dont on fait de l'histoire. Et c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas sur des projets comme la Time Machine, par exemple, qui ambitionne de tout numériser et puis de restituer ça, on ne sait pas encore très bien, mais de restituer ça d'une manière aussi un peu interactive. On n'est pas non plus on est dans les centres d'archives à se concentrer uniquement sur l'objet papier, on est vraiment entre les deux. Qu'est-ce que ça change d'avoir son appareil photo en centre d'archives ? Donc les humanités numériques, qui est un terme un peu fourre-tout quand même, quelquefois qualifié de parapluie pour englober un peu tout ce qui n'était pas encore documenté, on va dire, par la tradition de certaines disciplines. Vous le voyez plutôt comme un creuset de nouvelles approches, de nouvelles ou d'un renouveau ou peut-être d'un grain de sel qui est mis dans des pratiques plus anciennes. Le terme de grain de sel est assez intéressant, mais du coup, c'est pas un grain de sel, c'est toute la salière. Hein. Parce que je reprends l'exemple de l'appareil photo qui est très parlant, parce qu'en fait, maintenant, on n'y va plus avec un appareil photo, on y va avec son smartphone pour prendre les photos. Et le smartphone, c'est aussi l'intelligence artificielle qu'on emmène dans la salle de lecture. Dans quelle mesure ça change la manière dont on approche les archives, on ne sait pas encore, on ne sait pas nécessairement. C'est juste, on a quand même quelques idées sur quelques phénomènes, mais c'est juste qu'il faut s'y intéresser si on veut savoir, avec ces dispositifs, quels sont les biais qu'on apporte aussi. Après, de fait, on dit qu'on n'est pas un projet en humanité numérique, au sens où on n'est pas sur les mêmes questions que les projets qui s'affichent en humanité numérique, mais on brasse des questions qui sont tout à fait liées. Que ce soit par exemple dans le chapitre que Frédéric a pu écrire sur qu'est-ce que c'est que faire une requête à une API quand on fait de la recherche, en passant par les archivistes qui nous expliquent ce que c'est que d'absorber massivement des données d'archives nativement numériques à partir des services administratifs, puisque ça c'est aussi un des volets du projet. On essaie de faire émerger un dialogue entre les disciplines qui tournent autour des archives et de l'histoire. Donc, en fait, on parle tout le temps des questions de données, de requêtes, de moteurs de recherche. Parce que, pareil, le moteur de recherche, vous voyez, aujourd'hui, il y a quasiment plus d'historiens ou d'historiennes qui n'utilisent pas quasi quotidiennement un moteur de recherche. Or, on s'est rendu compte que le passage par le moteur de recherche, ce qu'on y fait, comment on questionne, comment on pose sa question, tout ça, c'est encore sous les radars des réflexions méthodologiques. Donc, autrement dit, on n'est pas dans la Paris Time Machine ou la Venice Time Machine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des projets qui visent à restituer des formes de réalité équipées, etc. Mais on pose des questions qui sont des questions de fond, qui sont communes au champ des humanités numériques. Enfin, je pense qu'on peut dire ça, Frédéric, tu me corriges si... Oui, et d'autre part, on ne s'interdit pas d'utiliser des méthodologies issues des humanités numériques, puisqu'on a fait une analyse sur la base d'une méthodologie qui est proche de ce qu'on appelle le topic modeling, sur par exemple un livre qui relate des expériences d'historiens pour essayer de trouver quelle est l'importance du sujet informatique. Donc le topic modeling, c'est un processus informatique, c'est la stat en gros, qui permet de voir par association de mots ou de séquences de mots un peu les grands sujets qui sont discutés dans un corpus de texte. Et je vais tuer l'insoutenable suspense, mais en fait, on a en règle générale trouvé très peu de traces de l'usage de l'informatique, alors même
que l'on sait, on connaît certains des historiens dont il est question personnellement, qui l'utilisent intensément, cet outil informatique. Donc c'est pas toujours discret, c'est parfois même clandestin. Ouais, oui, parfois c'est même clandestin. On a même trouvé, alors ça nous vient de notre collègue Sean Takats toujours, mais des faux récits d'archives. Je sais pas si tu veux expliquer, Caroline, ce que c'est qu'un faux récit d'archives. Oui. Alors le faux récit d'archives, c'est en fait la façon dont des collègues vont dans certaines introductions de livres, quand ils explicitent les fonds qu'ils ont vus, etc., vont raconter des récits en archives qui n'ont pas eu lieu. Des récits d'archives qui n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde précisément comment le document d'archive est cité, on s'aperçoit qu'en fait, c'est sa version numérique qui est citée, c'est pas sa version ensemble d'archives. Et quand on regarde à la fin d'un livre d'histoire de professionnel, entre guillemets, il y a toujours la liste des archives consultées. Et là, on s'aperçoit que les archives consultées sont en fait des corpus numérisés d'archives. Ce ne sont pas les archives en centre d'archives qui ont été consultées. Ces archives n'ont pas été consultées dans une salle de lecture physique. Et ça pose problème pour différentes manières. Bon, il y a quand même des éléments méthodologiques derrière. On lit pas toujours la même chose. On lit pas à l'écran comme on lit dans une salle de lecture. Mais c'est aussi la manière dont on se représente nous. C'est-à-dire que le récit d'archives, c'est un récit initiatique, surtout quand il est dans les thèses. Et donc, ça veut dire qu'on adapte un récit initiatique à l'idée qu'on se fait de la profession et qui est issue justement de ce livre, entre autres d'Arlette Farge. C'est pas le seul livre, mais entre autres issu du goût de l'archive d'Arlette Farge. Donc on se conforme à l'idée que la profession a d'elle-même. Une image de profession des vieux papiers et des archives, en fait. Mais cette numérisation, elle permet aussi un accès bien plus facile à l'archive de la part, en particulier, je pense à des personnes qui, par manque de ressources, parce qu'ils habitent loin des centres d'archives, parce que dans d'autres pays, par exemple, ça peut aussi changer un peu la démographie des historiens. J'ai des doutes sur la démographie, parce que je pense que la démographie des historiens est plutôt liée au poste. Ouais. Et donc elle est en chute libre, puisqu'il y a moins de postes. Oui, mais cela dit, là où ça change, à mon avis, le caractère d'ensemble de la profession, c'est comme on est dans un contexte de concurrence extrême, justement, pour ces postes qui sont indexés sur le nombre de publications. Ça conduit effectivement beaucoup de jeunes collègues à se reporter d'abord vers ce qui est numérisé parce que tout simplement, vous l'avez dit à l'instant, aller dans un centre d'archives pour voir un fonds, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et donc, si on a la possibilité de faire une bonne recherche à partir d'un fonds numérisé, entre le fonds numérisé et puis le déplacement et tout ce qu'il implique, ce sera bien plus rentable à bien des égards de consulter le fonds numérisé. Et on risque, à l'opposé, d'avoir, ou en contre-coup, d'avoir peut-être moins tendance à aller voir ces archives qui ne sont pas numérisées. Donc on a d'un côté un aspect un peu boulimique, tout semble à disposition, et donc on a envie de tout voir, de tout rechercher. Et de l'autre côté, en même temps, comme vous le dites, c'est dans un contexte assez tendu. On va peut-être tout simplement aller au plus efficace. On a déjà des exemples de ça, hein, en particulier alors Frédéric pourra en parler parce qu'il y a un livre qui sort sur le sujet ces temps-ci, mais en particulier autour de la presse numérisée, où on sait désormais que les corpus de presse numérisés font l'objet de ce qu'on pourrait appeler des surenquêtes, au sens où, par exemple, les étudiants qui vont préparer leur mémoire de fin d'études vont pouvoir très facilement utiliser ces corpus, mais qui vont laisser dans l'ombre tout un tas d'autres corpus qui, eux, ne sont pas numérisés. C'est ce que Claire Lemercier avait proposé d'appeler le syndrome du lampadaire, c'est-à-dire le fait de ne plus voir que ce qui est numérisé. Et ça a un effet, bien sûr, déjà sur un certain nombre de pratiques de recherche.
Un exemple célèbre est un article de Ian Milligan du début, si mes souvenirs sont bons, de 2013, où il montre pour la presse canadienne, c'est un collègue canadien de l'université de Waterloo, que en fait les journaux anglophones ont été mieux numérisés que les journaux francophones au Canada, et les collègues canadiens avaient tendance à beaucoup plus citer désormais la presse numérisée que, enfin, par rapport à la presse non numérisée, et donc ça déplaçait le point de vue, en fait. On déplaçait, si on travaillait sur le Québec, le point de vue de Montréal, de Québec vers Toronto. Et même à Toronto, en fait, on déplaçait le point de vue, puisque le 19e siècle, c'est une période où il y a énormément de presse par rapport à ce qu'on, de titres de journaux par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais les petits titres des quartiers populaires n'avaient pas été numérisés. Et donc, ça déplaçait aussi le point de vue à Toronto en favorisant le point de vue des élites et des principaux journaux nationaux. Alors aujourd'hui, c'est différent au Canada. Hein, la numérisation a énormément progressé et maintenant les journaux francophones sont aussi bien numérisés. Mais pendant un temps, il est clair, Ian Milligan a montré que les collègues canadiens favorisaient ce qui était numérisé. J'aimerais juste contrebalancer, parce qu'on est sur un point qui est négatif, et à juste titre, il faut le mettre en avant, mais on a quand même sur le livre en ligne un chapitre de Claire-Lise Gaillard dont une version étendue a été publiée chez De Gruyter dans le livre auquel faisait référence Caroline. Et Claire-Lise travaille sur les annonces, le marché de la rencontre, mi-19e jusqu'à l'entre-deux-guerres, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est un sujet très intéressant, mais qui aurait été impossible sans la numérisation. Parce il aurait fallu, avant la numérisation, un type de presse, on savait qu'il fallait rechercher quelque chose pendant un an, et bien il fallait prendre tous les titres pendant un an, un par un, et regarder ce qu'il y avait dans. Je l'ai fait, mon tout premier mémoire à Sciences Po Strasbourg, c'était sur The Economist, et sur 4 ans, j'ai dépouillé tout The Economist pour trouver tous les articles dans cet hebdomadaire sur la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait pris un hebdomadaire et pas un quotidien, parce que sinon ça aurait été trop difficile pour un mémoire, quelqu'un qui était en 3e, 4e année. Trop long. Et les petites annonces, ça aurait été absolument gigantesque de le faire. Ou alors il aurait fallu que Claire-Lise Gaillard se cantonne sur quelques titres de presse. Là, elle a pu aller beaucoup, beaucoup plus loin et prendre l'ensemble de la presse numérisée de l'époque pour trouver ses sources et faire sa thèse. Donc, on perd toujours quelque chose, mais on gagne aussi quelque chose. Et du coup, ça déplace la manière dont on fait de l'histoire, ça déplace la focale, ça déplace les sujets qu'on étudie. Ça permet de faire la balance sans cesse, les allers-retours entre d'aller au plus près, aux petits détails, et en même temps de faire des analyses plus larges, voire systématiques, en tout cas une fois qu'on a délimité sa source, hein. Et ces allers-retours, en fait, doivent être particulièrement heuristiques, hein. Oui, nous c'est ce qu'on appelle lecture proche et lecture distante. C'est-à-dire le fait d'apprendre à lire sans lire, c'est-à-dire à demander en fait à la machine de brasser des gros volumes de données pour pouvoir nous les restituer dans un format lisible, par exemple dans des tableaux, dans des cartes. On parlait tout à l'heure de topic modeling, donc on peut demander à des logiciels de nous restituer les grandes thématiques qui vont émerger d'un corpus. Donc ça va être toute une série d'outils qui appartiennent à la lecture distante. Apprendre à ne pas lire en fait directement, si on est un peu provocateur. Alors évidemment, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a toute une littérature là-dessus. Et puis associé à cette lecture distante, une lecture qu'on dira proche, qui est la lecture plus traditionnelle, au sens où on prend le document et on le lit de manière, disons, individuelle, en lisant le journal en long, en large et en travers, si vous voulez. Mais en fait, les deux approches ne s'excluent pas. Voire, c'est là souvent que ça devient très intéressant, en fait, parce que effectivement, vous pouvez en parler là à Frédéric, parce que Frédéric travaille beaucoup dans cet aller-retour entre lecture proche et lecture distante. Moi, un peu moins. Moi, je suis plutôt une historienne qui travaille un peu plus en lecture proche, pour le coup. Alors, il y a même clairement des cas où la lecture distante est une condition de la lecture proche. Oui.
Deux collègues autrichiennes ont, par exemple, travaillé sur les grands corpus de presse numérisée. Alors, on parle beaucoup de la presse numérisée parce que c'est ce qui a été le mieux et le plus numérisé. Elles, ce qui les intéresse, ce sont les migrations de retour, les gens qui changent de pays et puis qui à un moment rentrent chez eux, qui rentrent dans leur pays d'origine. Mais elles vont pas commencer à faire leurs analyses sur l'ensemble de la presse. Il faut d'abord qu'elles restreignent leur corpus pour avoir quelque chose qui concerne plus le sujet. Et dans ce cas, elles font du topic modeling sur l'ensemble du corpus, et le topic modeling leur permet de chercher, d'avoir les articles qui vont les intéresser, et là, elles peuvent commencer à travailler, y compris en lecture proche. Mais sans ça, elles auraient du mal à faire la lecture proche. Ce qui implique néanmoins d'avoir déjà une très bonne connaissance de sa question et de son sujet avant, parce que sinon, on ne sait pas comment chercher, on ne sait pas quoi demander. Donc, en fait, à mon avis, il y a quand même déjà, pas de la lecture proche, mais ça oblige à avoir une familiarité qui, à mon avis, ne peut pas émerger véritablement avant d'avoir fait un peu de lecture proche. Si je me permets de, de lancer la discussion avec Frédéric. Oui, c'est évident. Maintenant, c'est pas tout à fait comme avant, entre guillemets, dans la mesure où les hypothèses peuvent être plus larges ou moins bien définies, en fait. On travaille toujours sur hypothèses. À un moment, on s'intéresse à un sujet, et donc la première hypothèse, c'est que le sujet est intéressant. Oui. Alors, déjà. Donc il y a toujours une hypothèse à un moment. Simplement, les hypothèses peuvent être un peu moins précises. On peut laisser un peu plus parler les archives, entre guillemets, par la lecture distante. Mais attaquer un corpus sans aucune question préalable, ça risque de tomber dans des extrémités regrettables, comme cette équipe qui a dit qu'elle avait trouvé dans le corpus de Google Books de nouvelles orthographes de certains mots, et en fait c'était des erreurs d'OCR, de reconnaissance optique de caractère. Je vous propose de revenir un petit peu au projet du goût de l'archive à l'ère numérique. C'est donc un livre en ligne, collectif. Il y a combien de personnes qui participent, hein? On avait une douzaine de textes, plus que ça maintenant, vingtaine. En plus, on a encore un chapitre dans les soutes là qu'il faut qu'on lise et qu'on mette en ligne. On a 20 chapitres, hors introduction, avant-propos, et hors bibliographie. Sur ces 20 chapitres, il y en a d'ailleurs 2 qui sont traduits en polonais. Parce qu'on avait l'occasion de le faire. Donc ça fait une vingtaine de chapitres. Certains chapitres sont effectivement des auteurs ou autrices seuls, d'autres sont à plusieurs. Donc ça fait plus de 20 auteurs, ça fait entre 20 et 30 auteurs et autrices. À chaque fois, c'est ouvert aux commentaires. C'est ça, c'est un dispositif technique très simple, hein, puisque WordPress permet de... Enfin, la dernière fois que j'avais regardé des stats, c'est un site sur 2 qui est ouvert aujourd'hui, est ouvert sur WordPress, donc c'est vraiment un logiciel très répandu et plutôt simple à utiliser. Et on y rajoute un plugin qui fait qu'on peut commenter les textes paragraphe par paragraphe ou dans leur globalité. Et ça, c'est très intéressant. Caroline a un peu plus regardé les commentaires, si mes souvenirs sont bons, mais on en a entre 300 et 350, et sur certains chapitres de vraies discussions méthodo interdisciplinaires, parce qu'il n'y a pas que des historiens, il y a aussi une philologue, des archivistes qui ont publié entre philologues et historiens, c'est une longue histoire, et là il y a carrément des questions de vocabulaire en fait qui se posaient. Et ensuite, à partir de ce travail qui reste encore ouvert, hein, vous avez publié à la fois dans un numéro spécial de la Gazette des Archives, et puis vous venez aussi de publier un chapitre dans l'ouvrage de Clarisse Bardiot, Émilien Ruiz et Esther Duhoux, La fabrique numérique des corpus en sciences humaines et sociales, qui vient de paraître l'année dernière, hein. Donc c'est aussi quelque chose qui sort, qui échappe en fait à cette première plateforme. Oh oui, complètement. Bon, d'abord, le projet, il a un petit peu de temps maintenant derrière lui, hein, donc on a eu le temps d'expérimenter différentes formes, hein. D'abord, effectivement, ce numéro dans la Gazette des Archives, parce que comme vous l'avez précisé, on tient beaucoup à ce dialogue interdisciplinaire et en particulier avec les archivistes. Donc ça nous paraissait assez logique
finalement de restituer aussi les résultats du projet au sein de la communauté des archivistes, puisque la Gazette des Archives, comme son nom l'indique, c'est d'abord en fait quelque chose qui est édité pour la communauté des archivistes. Et puis ensuite, effectivement, on a écrit différents articles à partir de ce qu'on avait pu lire et comprendre des chapitres qui nous ont été donnés. Parce qu'en fait, maintenant, on commence à avoir une petite vue d'ensemble parce qu'on a une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui viennent d'horizons très différents, qui ont des pratiques très variées. Et donc, ça nous a servi un petit peu. On ne le savait pas quand on a commencé, mais de fait, on en est là. Ça nous sert un peu de données de réflexion sur les mutations d'ensemble de l'histoire à l'ère numérique. Et là, on est passé à une phase du projet qui s'appelle Culturiste, donc qui travaille justement sur les cultures historiennes à l'ère numérique. Et on s'intéresse de manière plus ciblée aux pratiques discrètes. Donc en fait, ce qu'on a pu constater dans cette vingtaine de chapitres, c'est toute cette gamme de petits gestes qui sont pas forcément pensés et qui pour nous changent profondément la manière de travailler. Donc en fait, on est vraiment là sorti de la phase goût de l'archive au sens relecture du livre d'Arlette Farge sur une plateforme en ligne, puisqu'entre-temps, on est passé par des formes beaucoup plus académiques et habituelles de diffusion, articles, livres, et là, on est sur un autre projet de recherche sur lequel on donnera des nouvelles d'ailleurs d'ici quelques semaines normalement. Donc d'un objet livre évolué, vous avez fait presque une espèce de forme vivante, jamais finie, et donc cette non-clôture implique aussi des façons de travailler chez vous? Oui, je pense qu'en tout cas, Caroline et moi, on travaille plus de la même manière avant, après. C'est certain. Par contre, il faut peut-être pas pousser les choses à l'extrême, au sens où une fois que le chapitre est très bien installé, les auteurs et autrices y reviennent quand même rarement. Donc il y a quand même un moment où les choses se figent. Alors l'idée de, par exemple, du numéro de la Gazette de l'Archive, c'était aussi la Gazette des Archives, c'était aussi faire une sorte de capture d'écran du livre à un moment donné. Alors tous les chapitres n'y sont pas. Certains avaient une maturité que les autres n'avaient pas, tout simplement. Mais il y a quand même un moment où les choses se figent, parce que comme auteur et autrice, nous on dirige le projet, c'est un peu différent. Mais comme auteur et autrice, il y a un moment où on doit passer à autre chose, quoi. Mais par contre, c'était un exercice très intéressant. Au moment où il a fallu passer du texte en évolution au texte imprimé papier, dans la Gazette des Archives, parce qu'on s'est demandé par exemple tout ce qu'allait devenir les commentaires et en fait toutes les traces d'évolution du texte, parce que le papier permet pas les versions, il permet pas de mettre dans les marges tous les commentaires qui ont mené au texte définitif. Je sais pas si les historiens médiévistes approuvent ces propos. Mais en tout cas, c'était intéressant en soi de constater tout ce qu'on perdait par rapport à l'environnement dans lequel le texte avait été écrit au départ. Est-ce que le fait d'avoir comme ça un dispositif ouvert, ça fait écho au mouvement de la science ouverte, hein? Est-ce que il y a une résonance avec ça? Je crois qu'on n'avait pas trop ça en tête. Je crois que pour nous, c'était assez naturel de le faire de manière ouverte comme ça. C'était pas en référence à ce mouvement précis. Oui, après, si on est arrivé aussi sur ces sujets-là et qu'on y est intéressé, etc., c'est que le goût de l'archive à l'art numérique, dès 2016, ça tombe pas non plus de nulle part. C'est-à-dire que Frédéric a déjà une trajectoire d'historien numérique. Moi, j'enseigne sur ces sujets-là depuis déjà 2 ans. On est sensibilisé à toutes ces questions-là, et peut-être que si on n'avait pas eu ces trajectoires initiales, on ne se serait pas dit il faut une plateforme ouverte avec une écriture en mouvement, etc. Donc, je pense pas qu'on l'ait conscientisé, mais de fait, on est tous les deux très, disons, intéressés et actifs dans ces univers-là.
Enfin, je veux pas parler pour toi, Frédéric, mais il me semble que c'est pas faux quand même. Alors, c'est pas faux, mais on n'oublie pas que c'est quand même un projet qui est né sur Twitter. Et alors, c'est 2016 ton tweet. Mais disons que ça veut dire que l'un comme l'autre, on a aussi connu, et je pense que Josquin, tu l'as aussi connu, un Twitter qui est bien différent d'aujourd'hui, et même bien différent de celui de 2016. Et là, il y a aussi une suite logique. C'est pas que notre milieu académique où serait poussé l'open science, la science ouverte. C'est aussi là l'habitude du lieu où le projet est né. Twitter, soit tout est privé, soit tout est public, et la plupart des gens choisissent de tout faire en public. Donc c'était une discussion publique. C'est né aussi dans une discussion publique sur une plateforme qui favorisait à l'époque la discussion publique et pas toujours que la controverse publique. Si des auditeurs veulent suivre vos activités réciproques, prendre contact avec vous pour en savoir plus, quels sont les moyens à l'heure actuelle les plus efficaces? Le pigeon voyageur. On a une adresse de contact sur le livre en ligne, donc qui est Goo Archive. Moi, j'ai encore une présence sur Twitter, mais Frédéric pas, qui est lui sur Mastodon, il me semble. Et d'ailleurs, on n'a pas décidé de ce qu'on allait faire encore du compte Twitter du projet, qui a été un bon endroit pour suivre l'actualité pendant quelques années. Mais voilà, il y a une adresse de contact en fait sur le livre en ligne, donc faut pas hésiter à nous écrire s'il y a des questions. Par ailleurs, là, dans quelques temps, on va pas tarder à un petit peu donner des nouvelles de ce qu'on va faire dans les temps à venir. Donc, faut pas hésiter à revenir à l'actualité. On a aussi un onglet blog sur le livre en ligne qui permet de rendre compte quand on mène des événements, quand on organise des rencontres, des journées d'études, etc. Et notamment, par exemple, la journée d'études aux Archives nationales, on a les captations qui sont en fait disponibles sur la plateforme. Donc cette journée qui invitait notamment à une discussion entre Sean Takats et Arlette Farge, et discussion qui a été particulièrement intéressante. Merci beaucoup, Caroline Müller et Frédéric Claver. Merci. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.